Ils disent « pardon ». Ils baissent la voix. Ils vous regardent comme s'ils avaient enfin compris. Pendant quelques secondes, vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de croire que cette fois, ils ont vraiment entendu ce que vous essayez de dire. Que cette fois, ce qui vous a blessé ne sera pas encore minimisé, retourné contre vous ou recouvert par une phrase calme. Et pourtant, quelques heures plus tard, vous ne vous sentez pas apaisé. Vous vous sentez coupable. Coupable d'avoir parlé. Coupable d'avoir insisté. Coupable de ne pas oublier assez vite. Coupable d'avoir encore mal alors qu'ils ont déjà dit pardon. C'est là que quelque chose devient dangereux. Parce qu'une excuse devrait ouvrir un espace. Elle devrait permettre à la vérité de respirer. Elle devrait dire, même maladroitement, « J'ai vu ce que j'ai fait, je comprends que cela t'a blessé et je ne vais pas te demander de porter seul les conséquences de mon comportement. » Mais certaines excuses ne font pas cela. Elles ne réparent rien, elles referment la conversation. Elles déplacent la faute. Elles vous pressent d'aller mieux. Elles vous font sentir cruel simplement parce que vous avez encore besoin de temps. Et si, après leurs excuses, vous êtes toujours celui qui porte la faute, alors ce n'était peut-être pas une excuse. C'était une stratégie. Soyons précis dès le départ. Toutes les excuses ne sont pas fausses. Toutes les personnes qui s'excusent mal ne sont pas manipulatrices. Il existe des gens qui ne trouvent pas les bons mots, mais qui essaient sincèrement de comprendre. Ils disent « pardon » avec gêne, avec maladresse, parfois avec honte. Mais ensuite, ils restent là, ils écoutent, ils ne vous pressent pas. Ils acceptent que leurs phrases ne suffisent pas à effacer ce qui s'est passé. Une excuse sincère n'est pas toujours parfaite. Mais elle va dans une direction claire. Elle va vers la responsabilité. Une excuse stratégique va ailleurs. Elle ne cherche pas vraiment à comprendre ce que vous avez vécu. Elle cherche à reprendre le contrôle de la scène. Elle cherche à fermer ce moment inconfortable où vous êtes en train de nommer ce qui ne va pas. Elle veut vous ramener dans un rôle plus pratique, celui de la personne qui pardonne vite, qui ne complique pas, qui accepte les mots à la place des actes. Le premier signe n'est donc pas dans le mot « pardon ». Il est dans ce qu'ils exigent juste après. Ils disent « pardon », puis ils veulent que vous arrêtiez de parler. Vous essayez d'expliquer ce qui vous a blessé, vous choisissez vos mots, vous faites attention à ne pas être trop dur. Vous ne voulez pas créer un conflit, vous voulez seulement être compris. Et là, ils soupirent. Ils disent « bon, pardon ». Mais ce pardon ne vient pas comme une ouverture, il vient comme un point final. « Bon, j'ai dit pardon. On ne va pas en parler toute la nuit. Tu veux quoi de plus? C'est bon maintenant ?» À ce moment-là, le problème n'est pas qu'ils s'excusent. Le problème, c'est qu'ils utilisent l'excuse comme un couvercle. Un couvercle posé sur votre douleur, sur la discussion, sur tout ce qui pourrait les obliger à regarder leur comportement plus longtemps que quelques secondes. Ils ne veulent pas réparer. Ils veulent que la scène se termine. Et plus vous essayez de continuer, plus vous devenez, à leurs yeux, le problème. Avant l'excuse, le problème était ce qu'ils avaient fait. Après l'excuse, le problème devient le fait que vous en parliez encore. C'est un déplacement discret, mais essentiel. Ils vous donnent une phrase, puis ils attendent votre silence. Ils vous donnent un pardon, puis ils attendent que vous redeveniez facile. Et si vous avez encore besoin de mots, de temps, de clarté, ils commencent à vous faire sentir excessif. Trop compliqué, trop sensible, trop difficile à satisfaire. Mais ce qui a été cassé ne se reconstruit pas au rythme de celui qui l'a cassé. Une phrase ne suffit pas toujours. Un ton plus doux ne suffit pas toujours. Un pardon prononcé trop vite peut parfois servir à éviter précisément ce qui devrait venir après, la responsabilité. Et parfois, l'excuse ne ferme pas seulement la conversation. Elle déplace la faute vers vous. Vous entendez peut-être une phrase comme celle-ci. « Je suis désolé que tu l'aies mal pris ». Elle semble polie. Elle semble calme. Elle ressemble presque à une excuse. Mais regardez bien ce qu'elle dit. Elle ne dit pas « Je suis désolé de t'avoir parlé comme ça ». Elle ne dit pas « Je suis désolé d'avoir dépassé une limite ». Elle ne dit pas « Je comprends pourquoi cela t'a blessé ». Elle dit « Je suis désolé que toi, tu l'aies mal pris ». Le centre n'est plus leur acte. Le centre devient votre réaction. Et c'est ainsi qu'une phrase apparemment douce peut devenir une manière très froide de vous renvoyer la responsabilité. « Je suis désolé si tu t'es senti blessé. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. Tu as mal interprété. Ce n'était pas mon intention. » Bien sûr, dire « ce n'était pas mon intention » n'est pas toujours toxique. Une personne sincère peut le dire pour clarifier, puis rester capable d'entendre l'impact de son comportement. Elle peut dire « ce n'était pas mon intention, mais je comprends que cela t'a fait mal et je veux comprendre ce que je dois changer ». Mais dans une excuse manipulatrice, cette phrase sert à autre chose. Elle sert à éviter les conséquences. Elle sert à dire
puisque je n'avais pas l'intention de te blesser, tu n'as pas vraiment le droit d'être blessé. Et là, vous commencez à douter. Vous ne regardez plus ce qu'ils ont fait. Vous examinez votre propre sensibilité. Vous rejouez la scène, vous vous demandez si vous avez exagéré, si vous avez mal compris, si vous n'avez pas rendu les choses plus graves qu'elles ne l'étaient. En quelques minutes, vous êtes passé de la blessure à l'auto-accusation. Ils ne disent pas « j'ai dépassé une limite ». Ils disent « tu as ressenti trop fort ». Et quand cela arrive souvent, vous finissez par ne plus faire confiance à votre propre malaise. Vous attendez presque qu'il valide votre douleur avant de vous autoriser à la ressentir. C'est là que la manipulation devient profonde. Elle ne vous attaque pas toujours directement. Elle vous apprend à vous corriger vous-même avant même de parler. Vous commencez une phrase, puis vous vous arrêtez. Vous voulez dire que quelque chose vous a blessé, puis vous pensez « je vais encore passer pour quelqu'un de trop sensible ». Vous voulez poser une limite, puis vous vous demandez si ce n'est pas égoïste. Vous voulez demander un changement, puis vous entendez déjà cette phrase « avec toi, rien n'est jamais assez ». Peu à peu, leur manière de s'excuser devient une voix dans votre tête. Une voix qui vous pousse à minimiser, à arrondir, à justifier leur comportement avant même qu'ils aient besoin de le faire. Voilà pourquoi certaines excuses sont si dangereuses. Elles ne vous demandent pas seulement de pardonner. Elles vous apprennent à douter de votre droit d'avoir été blessé. Puis vient une autre étape. Ils ont dit pardon, mais vous n'êtes pas encore bien. Vous avez encore cette tension dans le ventre, ce poids dans la poitrine, cette méfiance qui ne disparaît pas parce qu'un mot a été prononcé. Et au lieu de respecter cela, ils commencent à vous faire culpabiliser. Tu ne vas pas recommencer avec ça. J'ai déjà demandé pardon. Tu veux que je fasse quoi? Que je me mette à genoux? Si même mes excuses ne te suffisent pas, avec toi, rien n'est jamais assez. À ce moment-là, l'excuse devient une dette. Ils vous ont donné un pardon et maintenant vous leur devriez quelque chose en retour. Vous devriez redevenir doux, disponible, calme, rassurant. Vous devriez leur montrer que tout va bien, même si ce n'est pas vrai. Et si vous ne le faites pas, vous devenez injuste. Vous devenez dur. Vous devenez celui qui ne sait pas pardonner. Mais vous n'êtes pas cruel parce que vous avez encore mal. Vous n'êtes pas injuste parce qu'une phrase n'a pas suffi à réparer ce qu'un comportement a abîmé. Vous n'êtes pas trop dur parce que vous avez besoin de voir un changement avant de vous sentir en sécurité. Une excuse n'efface pas automatiquement les conséquences. Elle ne retire pas la peur, la fatigue, la méfiance, l'humiliation ou la déception d'un seul geste. Elle peut être le début d'un changement, mais elle n'est pas une commande magique qui vous oblige à redevenir comme avant. Une personne sincère comprend cela. Elle ne vous demande pas de la rassurer immédiatement. Elle ne transforme pas votre douleur en attaque contre elle. Elle ne vous fait pas porter le poids de son malaise. Elle accepte que son pardon ne soit que le début. Mais une excuse stratégique veut être la fin. Elle veut terminer le sujet. Elle veut vous ramener au calme apparent. Elle veut que tout redevienne comme avant, non pas parce que le problème est réglé, mais parce que votre silence rend les choses plus confortables. C'est pour cela qu'il faut regarder ce qui se passe après. Pas seulement les mots, pas seulement le ton, pas seulement les larmes. Après, parce qu'il existe des gens qui savent très bien s'excuser. Ils savent baisser la voix. Ils savent choisir les phrases, ils savent dire qu'ils ont compris, ils savent vous regarder avec une tristesse qui vous désarme, ils savent même pleurer au bon moment. Mais ensuite, le même comportement revient. La même remarque, le même mépris, le même ton, la même façon de vous couper la parole, la même façon de vous faire sentir petit, la même colère utilisée comme menace, le même retrait affectif lorsque vous posez une limite. Et vous vous retrouvez dans un cycle. Ils blessent. Vous parlez, ils s'excusent. Vous espérez, rien ne change. Puis ils blessent encore. À force, l'excuse ne fait plus partie de la réparation. Elle fait partie du mécanisme. Une excuse répétée sans changement n'est plus une sortie du cycle. Elle devient une pièce du cycle. C'est difficile à accepter parce que souvent, vous voulez croire aux mots. Vous voulez croire que cette fois, ils ont compris. Vous voulez croire que leur voix plus douce signifie une prise de conscience. Vous voulez croire que leur tristesse annonce une vraie transformation. Mais la lucidité demande parfois une question froide. Après leurs excuses, qu'est-ce qui change vraiment? Pas pendant 2 heures, pas pendant 2 jours, pas seulement le temps que vous reveniez. Qu'est-ce qui change dans leur façon de vous parler, de vous écouter, de respecter vos limites, de gérer leurs frustrations, de reconnaître votre réalité? Une excuse qui ne change rien produit seulement une pause dans le conflit. Et cette pause peut vous piéger, parce qu'elle ressemble à la paix. Pendant quelques jours, tout est plus doux. Ils font attention, ils parlent mieux, ils sont plus présents. Ils vous donnent enfin ce que vous demandiez depuis longtemps.
Alors vous vous dites que vous avez peut-être eu raison d'attendre. Vous vous dites que cette fois, c'est différent. Puis lentement, presque sans bruit, le même climat revient. La même tension, les mêmes phrases, les mêmes limites franchies. Et comme ils se sont déjà excusés, vous vous sentez encore plus coupable de revenir sur le sujet. C'est ainsi que certaines relations vous épuisent. Pas seulement à cause de la blessure, mais à cause de l'espoir qui revient après chaque excuse. Un espoir assez fort pour vous retenir, mais pas assez solide pour vous protéger. Et il existe une forme encore plus troublante. Celle qui apparaît seulement lorsque vous commencez à partir. Pendant longtemps, ils ont été froids. Distance. Indifférents. Ils ont minimisé vos mots. Ils ont évité les conversations. Ils ont agi comme si votre douleur était un problème secondaire. Vous avez essayé de parler, puis d'expliquer, puis de vous taire, puis de faire des efforts de votre côté. Et un jour, quelque chose en vous lâche. Vous ne criez pas forcément. Vous ne faites pas de scène. Vous commencez simplement à retirer votre énergie. Vous répondez moins, vous attendez moins, vous arrêtez de courir derrière une version d'eux qui n'apparaît presque jamais. Et c'est exactement là qu'ils reviennent. Plus doux, plus présents, plus attentifs. Ils disent qu'ils ont compris. Ils disent qu'ils ont peur de vous perdre. Ils disent que cette fois, ils vont changer. Ils vous donnent soudain les mots que vous attendiez depuis si longtemps. Mais la question n'est pas « savent-ils être doux ?» La question est « pourquoi leur douceur apparaît-elle seulement quand vous reprenez votre liberté ?» Pourquoi leur clarté arrive-t-elle seulement lorsque vous cessez de supplier? Pourquoi leur pardon devient-il urgent seulement quand ils sentent que vous pourriez partir? Il ne faut pas tout condamner automatiquement. Certaines personnes comprennent trop tard. Certaines personnes ont besoin d'un choc pour voir ce qu'elles risquaient de perdre. Mais lorsque le scénario se répète, il faut arrêter de prendre chaque retour pour une preuve d'amour. Froid, distance, blessure, votre retrait, leur pardon, votre retour. Puis le même comportement, ce n'est plus une crise isolée, c'est une boucle. Dans cette boucle, ils ne reviennent pas toujours parce qu'ils ont changé. Ils reviennent parce qu'ils sentent qu'ils perdent leur place dans votre vie. Certaines personnes ne regrettent pas de vous avoir blessé. Elles regrettent que vous commenciez à ne plus être disponible pour être blessé de la même manière. La différence est immense. Dans le premier cas, elles regardent leur comportement. Dans le second, elles regardent seulement ce qu'elles risquent de perdre. Voilà pourquoi le moment de l'excuse compte autant que son contenu. Une excuse qui vient après une prise de conscience n'a pas la même valeur qu'une excuse qui vient seulement après votre éloignement. Une excuse qui respecte votre temps n'a pas la même valeur qu'une excuse qui veut vous récupérer immédiatement. Une excuse qui accepte vos limites n'a pas la même valeur qu'une excuse qui panique dès que vous commencez à en avoir. Alors comment reconnaître la différence? Il ne faut pas chercher une formule parfaite. Les êtres humains sont complexes, les relations aussi, mais certains signes sont clairs. Une excuse responsable nomme le comportement. Elle ne reste pas vague. Elle ne dit pas seulement « désolé pour tout ». Elle peut dire « je t'ai parlé avec mépris ». Je t'ai coupé la parole, j'ai minimisé ce que tu ressentais, j'ai dépassé une limite que tu avais clairement posée. Elle n'a pas peur de nommer précisément ce qui a blessé. Parce qu'elle ne cherche pas seulement à calmer l'ambiance, elle cherche à comprendre. Elle ne vous demande pas d'oublier immédiatement. Elle accepte que vous puissiez avoir besoin de distance, de temps, de preuves. Elle ne transforme pas votre rythme de guérison en nouvelle accusation contre vous. Elle ne vous oblige pas à rassurer celui qui vous a blessé. Elle ne vous met pas dans une position où vous devez dire « Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave, tu n'es pas une mauvaise personne ». Dans certaines relations, la personne qui vous a blessé souffre tellement de son image d'elle-même que vous finissez par consoler celle qui vous a fait mal. Et votre douleur disparaît encore une fois de la pièce. C'est un signe quand votre blessure devient secondaire face à leur malaise, quand leur honte prend toute la place, quand vous devez adoucir votre douleur pour qu'ils supportent de l'entendre. Une excuse responsable accepte les conséquences. Une excuse manipulatrice exige l'oubli. L'une vous laisse respirer, l'autre vous presse de redevenir disponible. L'une se prouve avec le temps, l'autre veut un résultat immédiat. Mais le vrai test n'est pas le moment où les mots sont prononcés. Le vrai test, c'est la prochaine fois où la personne pourrait refaire la même chose. Que fait-elle alors? Est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce qu'elle écoute? Est-ce qu'elle reconnaît la limite? Ou est-ce qu'elle utilise encore votre réaction contre vous? Vous n'avez pas besoin de juger chaque mot. Vous n'avez pas besoin de devenir méfiant envers tout le monde. Vous n'avez pas besoin de transformer chaque maladresse en preuve de manipulation. Mais vous avez le droit de regarder les conséquences. Vous avez le droit de ne pas confondre une belle phrase avec un changement réel.
Vous avez le droit d'entendre une excuse sans effacer immédiatement ce que vous avez vécu. Vous avez le droit de dire calmement « J'entends tes excuses, mais j'ai besoin de voir ce qui change. Je ne suis pas prêt à faire comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas seulement des mots, je veux comprendre ce qui sera différent. Je peux entendre ton pardon sans nier ce que j'ai ressenti. » Ce ne sont pas des phrases agressives. Ce sont des phrases qui remettent la réalité à sa place. Parce que dans une dynamique manipulatrice, on vous pousse souvent à abandonner votre réalité pour préserver le confort de l'autre. Vous avez mal, mais vous devez faire attention à ne pas trop le montrer. Vous êtes blessé, mais vous devez parler doucement pour ne pas provoquer une réaction. Vous avez besoin de temps, mais vous devez vous dépêcher d'aller mieux pour ne pas paraître injuste. Vous doutez, mais vous devez croire à la nouvelle promesse pour ne pas passer pour quelqu'un de froid. À force, vous ne vivez plus votre douleur. Vous la gérez. Vous la rendez acceptable. Vous la réduisez pour qu'elle ne dérange pas trop. Et c'est exactement ce qu'une excuse stratégique peut produire. Elle ne vous guérit pas. Elle vous remet au travail, le travail de minimiser, le travail de rassurer, le travail de pardonner vite, le travail de revenir au même endroit en espérant qu'un mot suffira, cette fois, à changer une structure entière. Mais vous n'avez pas à faire ce travail seul. Vous n'avez pas à accepter une excuse qui efface votre voix. Vous n'avez pas à confondre le soulagement de l'autre avec votre guérison. Vous n'avez pas à offrir une paix immédiate à quelqu'un qui n'a pas encore construit de sécurité réelle. Cela ne veut pas dire devenir dur. Cela ne veut pas dire refuser tout pardon. Cela veut dire rester lucide. La lucidité, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas punir l'autre en gardant votre distance. C'est reconnaître qu'une excuse sincère et une excuse stratégique peuvent parfois utiliser les mêmes mots, le même ton, les mêmes gestes. La différence se voit après, dans le temps, dans le comportement, dans la manière dont votre douleur est traitée quand elle ne disparaît pas tout de suite, dans la façon dont vos limites sont respectées quand elles ne sont plus confortables, dans la capacité de l'autre à rester responsable sans vous faire porter le poids de sa honte. Une excuse sincère ne vous demande pas de disparaître pour que l'autre se sente mieux. Elle ne vous presse pas. Elle ne vous retourne pas la faute. Elle ne vous oblige pas à consoler celui qui vous a blessé. Elle vous laisse le droit d'avoir été blessé. Elle vous laisse le droit de ne pas être prêt. Elle vous laisse le droit de regarder les actes avant de croire les mots. L'autre type d'excuse veut autre chose. Elle veut que vous redeveniez silencieux. Elle veut que vous arrêtiez de poser des questions. Elle veut que vous confondiez la fin d'une dispute avec la fin d'un problème. Elle veut que vous appeliez paix, ce qui n'est parfois qu'une pause. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira pardon, ne vous demandez pas seulement si la phrase est belle. Demandez-vous ce qu'elle fait de vous. Est-ce qu'elle vous rend plus libre de parler ou plus coupable d'avoir parlé? Est-ce qu'elle ouvre une réparation ou ferme la conversation? Est-ce qu'elle reconnaît ce qui s'est passé ou vous demande d'oublier trop vite? Est-ce qu'elle annonce un changement ou répète simplement le début d'un cycle que vous connaissez déjà? Parce qu'au fond, ce n'est pas le mot pardon qui protège une relation. C'est la responsabilité qui vient d'après. Les mots peuvent être doux, les gestes peuvent être tendres. La voix peut trembler au bon moment. Mais si les actes ne changent pas, le pardon devient seulement une mise en scène plus calme du même problème. Et parfois, la chose la plus lucide que vous puissiez faire n'est pas de refuser leurs excuses. C'est de ne plus leur donner une valeur que leurs actes ne confirment jamais.